du législateur qui date de 1998, lorsque Ségolène Royal elle-même défendait des amendements où le législateur souhaitait que le contrôle puisse se dérouler dans un endroit où l'enseignement de l'enfant a lieu. Si l'enseignement a lieu à la maison, le contrôle doit être à la maison. Le but n'est pas de redéplacer l'enfant dans un endroit où il n'est pas habitué, puisque déjà on l'extrait d'un établissement scolaire où il n'est pas à l'aise. Et là, je ne parle pas. Je pense que c'est une situation qui peut arriver. Et la citoyenneté, on ne voit pas ce que ça vient faire avec le code de l'éducation. Je note l'absence de la ministre, mais également la rudesse de l'amendement du gouvernement qui est assez autoritaire, puisqu'il dit l'autorité d'État compétente en la matière d'éducation détermine les modalités et le lieu de contrôle. On comprend évidemment, alors que la situation fonctionne bien, que cet amendement, par sa sécheresse, inquiète l'ensemble des familles d'un système qui fonctionne plutôt bien. C'est pour ça que nous aurons des amendements de suppression dans quelques... Sur la méthode, à nouveau sur un sujet sensible qui concerne le fonctionnement de notre société, c'est par un amendement que vous proposez une modification importante, là qui touche à la liberté d'enseignement. Amendement, ça veut dire qu'il n'y a pas d'étude d'impact, qu'il n'y a pas d'avis du Conseil d'État. Et on l'a vu il y a quelques semaines avec le divorce par consentement mutuel sans juge, on l'avait vu sur la recherche sur l'embryon, on l'avait vu avec le don d'organes, dans autant de sujets où c'est à l'occasion d'amendements que vous imposez, vous passez en force sur des sujets qui mériteraient pourtant la réforme. La double contrainte, qui est celle de ces sociétés modernes qui ont du mal à penser à la complexité. C'est-à-dire que nous avons la sensation que le gouvernement veut, par cet amendement, imposer une vision normative unique de ce que doit être non seulement l'éducation, mais aussi l'instruction. Or, cela a été évoqué par différents groupes dans cette Assemblée. Je pense qu'une société se porte bien lorsqu'elle cesse de parler à tout va de diversité, mais qu'elle met en pratique, au lieu d'avoir des mots creux, la possibilité pour les parents qui sont responsables de leurs enfants de leur transmettre les connaissances, étant entendu que le corpus central de connaissances, ça a été rappelé par mes excellents collègues, est naturellement vérifié et contrôlé. Consiste à faire en sorte d'avoir une société d'individus totalement normés, équivalents, échangeables les uns aux autres, détruisant tous les déterminants familiaux, régionaux ou individuels des individus. C'est une société malheureusement mortifère que vous proposez. Et je pense que vous devriez entendre, y compris au sein de votre majorité, celles et ceux qui portent une voix différente, qui est une voix de pluralité. Il est question, lorsque nous parlons de l'instruction, et c'est de cela dont il s'agit, en fait, vous semblez omettre le fait que l'instruction est obligatoire, mais rien ne dit que celle-ci doit se faire au sein même de l'éducation nationale, raison pour laquelle, d'ailleurs, elle peut se faire à domicile. C'est un choix, c'est une liberté des familles, et vous êtes en train de vouloir la restreindre. Alors, suffit de reprendre d'ailleurs le texte, vous dites que c'est l'administration qui va définir les modalités et les lieux de contrôle. Et je crois que c'est précisément là que le problème se pose, parce que, évidemment, l'administration, qu'est l'éducation nationale, manque, semble-t-il, d'inspecteurs pour aller à domicile, et donc, parce que vous n'êtes pas capable d'aller à domicile, vous dites, eh bien, il faut que ce soit les élèves qui se rendent à l'inspection académique. Mais oui. On pourrait faire la synthèse entre les hussards noirs de la République que vient d'évoquer André Chassaigne et cette nécessité d'une école laïque et républicaine et gratuite, et en même temps, nous en sommes d'ailleurs les représentants ici, l'héritage de mai 68. Rappelons-nous les expériences qui ont été menées en termes pédagogiques. Je pense en particulier à tout ce que l'on racontait sur le retour à la terre et sur les communautés, où effectivement des parents s'organisaient pour éduquer leurs enfants. Lorsque nous restons, tant que nous resterons à des proportions de 0,09, je pense que aucune forme d'enseignement public ou privé n'est en cause dans notre pays, et qu'on reproche tellement souvent aux familles justement de ne pas assumer leur rôle. Pour une fois qu'elles l'assument, moi je demanderais un petit peu grâce. Bien. Les modalités du contrôle, ça vient d'être rappelé. Si vous adoptez cet article, les personnels qui sont chargés de ce contrôle risquent de l'interpréter comme une autorisation à imposer systématiquement des évaluations scolaires. Or, dans l'instruction en famille, toujours depuis 1998 et avec les gouvernements successifs, ont été garantis que les procédures d'évaluation ne sont pas applicables aux enfants instruits en famille et que l'autorité compétente en matière d'éducation doit contrôler la progression de l'enfant en fonction des choix éducatifs de ses parents et jusqu'à l'âge de 7 ans.
demain, si nous avons un seul cas, je dis bien un seul et unique cas, d'enseignement fondamentaliste constaté, avec les germes de dérives qui porteront atteinte à l'ensemble de la société. Mais vous serez les premiers à venir dire, mais où était la République? Pourquoi il n'y a pas eu de contrôle? Pourquoi n'avez-vous pas pris les bonnes mesures pour protéger les enfants? Et c'est de cela dont il est question. Le seul objectif de cet amendement, il est de pouvoir dire que dans certains cas, même infimes, lorsque nous n'avons pas la possibilité de contrôle du fait des procédures, du fait de portes fermées, eh bien nous disons que dans le cas où après 2 rappels, je dis bien 2 rappels, eh bien la République prend sa responsabilité. C'est l'unique objectif de ce texte et je crois qu'à escient, vous tentez de caricaturer, vous mentez sur ce que porte le texte réellement. La présentation n'est pas objective et occulte les moyens d'action administrative et judiciaire qui existent. Tout d'abord, la réforme de la protection de l'enfance a créé et défini la notion d'information préoccupante. Cette définition est précisée par l'article R 226.2.2 du Code de l'action sociale et des familles. Je cite: « L'information préoccupante est une information transmise à la cellule départementale mentionnée au 2e alinéa de l'article L 226.3 pour alerter le président du département sur la situation d'un mineur bénéficiant ou non d'un accompagnement pouvant laisser craindre que sa santé, sa sécurité ou sa moralité sont en danger ou en risque de l'être ou que les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises ou en risque de l'être. La finalité de cette transmission est d'évaluer la situation des mineurs et de déterminer les actions de protection et d'aide dont ce mineur et sa famille peuvent bénéficier. » Donc on voit, ce dispositif permet au département d'intervenir et d'évaluer les situations des mineurs. Je crains que des opportunités qui aujourd'hui sont utilisées extrêmement à la marge soient limitées. Des opportunités d'innovation pédagogique, mais je dois dire celle à laquelle je suis le plus sensible, c'est les possibilités de pouvoir répondre à des situations d'enfants, peut-être très à la marge, mais qui sont en situation de réelle souffrance scolaire, et quel que soit l'investissement de l'institution et de ses personnels, on n'arrive pas toujours à y prendre. Donc c'est vrai que sur le lieu, moi je veux bien, j'ai entendu sur le lieu de contrôle, il y a sûrement un moyen de me rassurer sur le décret qui le précisera, mais je ne trouve pas ça très rassurant, y compris pas forcément très cohérent, en tout cas sur la vision que j'en ai, qu'on ne favorise pas le fait que le contrôle se passe au domicile des parents, y compris pour contrôler le fait que ça se passe bien. Non, mais L'objet de l'article, c'est de permettre le contrôle. Et quand on n'a rien à se reprocher, on n'a pas peur du contrôle. L'objet de l'article, c'est de permettre le contrôle. Et quand on n'a rien à se reprocher, on n'a pas peur du contrôle. Et effectivement, Madame la députée Romagnan, moi aussi, j'ai rencontré des personnes qui sont venues m'interpeller. Et effectivement, on se rend bien compte qu'en réalité, c'est le principe même de la notion de contrôle qui pose problème. Et la notion de contrôle, moi, elle ne me choque pas. Qui est pédagogiquement maltraité, c'est un enfant de trop. C'est un enfant de trop. Et le principe de l'égalité scolaire qui est posé en 1882 exige, mais vous le savez, que tous les enfants âgés de 6 à 16 ans présents sur le territoire national bénéficient d'une instruction obligatoire.
certaines familles ont fait le choix respectable, de ne pas inscrire leurs enfants dans des établissements, mais de les instruire à domicile ou à distance. Est-ce que ce choix est remis en cause? La réponse est évidemment non. Évidemment non. Ce dont il est question ici, c'est de... Oui, j'essaye d'être pédagogue, j'ai été enseignant aussi, donc je sais que la pédagogie, c'est parfois l'art de la répétition, mais je vais essayer de ne pas prendre trop de votre temps. Ce dont il est question ici, c'est quoi? C'est de s'assurer que les enseignements ne sont pas contraires aux valeurs de la République et permettent à l'enfant d'acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture. Je crois que nous en serons d'accord. Le socle n'est autre que la référence commune, celle qui concrétise le droit à l'éducation de tous les enfants. Or, mesdames et messieurs les députés, aucun état des lieux sur l'instruction à domicile n'avait été réalisé depuis l'année scolaire 2010-2011, ce qui est un manque pour que vous puissiez prendre votre décision en toute connaissance de cause. C'est pourquoi ce gouvernement a demandé en 2015 une enquête quantitative et qualitative. Cette enquête atteste quoi? Elle atteste d'une augmentation. On peut s'en inquiéter, on peut s'en réjouir. Garantir finalement une chose qui est très simple, c'est le caractère effectif des contrôles. Et renforcer la qualité du contrôle pédagogique. Oui, renforcer la qualité du contrôle pédagogique. Les académies, nos académies, vos académies, nos collaborateurs de l'État signalent des difficultés croissantes dans le dialogue avec les familles, avec refus du contrôle à domicile, multiplication des demandes préalables à l'acceptation du contrôle, manœuvres dilatoires ou recherche de médiatisation, présence d'huissiers, d'avocats lors des contrôles, avec parfois un refus de donner à l'enfant, de donner accès à l'enfant sur le lieu du domicile. Refus, je le répète, de donner accès à l'enfant sur le lieu du domicile. Bien, mesdames et messieurs les députés, ce que nous souhaitons, c'est clarifier la rédaction de l'article L131-10 du Code de l'éducation sur le lieu de contrôle qui sera déterminé par l'Éducation nationale sans que les familles puissent s'y opposer, ce qui est le cas avec la rédaction actuelle. Nous souhaitons également sanctionner, j'essaye encore une fois d'être le plus précis possible dans mon intervention. Nous souhaitons également sanctionner le refus réitéré d'inspection. Sanctionner le refus réitéré d'inspection sans motif légitime, ce que ne prévoit pas le Code actuel. Le Code actuel ne prévoit pas de sanction quand il y a un refus réitéré de contrôle. C'est quand même gênant. En mobilisant, mesdames et messieurs les députés, en mobilisant l'ensemble de ces mesures, l'État se donne finalement les moyens de répondre à la nécessité de garantir une vigilance égale pour tous les enfants de France. Répondre à la nécessité de garantir une vigilance égale pour tous les enfants de France vis-à-vis de leur droit à l'éducation, sans jamais sacrifier la liberté de l'enseignement, contrairement à ce que vous avez répété à longueur de débat. Ces dispositions renforcent à l'évidence la mobilisation de l'école pour les valeurs de la République et, disons-le très clairement entre nous, elle participe aujourd'hui à une action de prévention des phénomènes de radicalisation ou de sectarisation. Et c'est une nécessité évidente de protéger nos enfants mineurs de toute dérive qui serait attentatoire à leur épanouissement par le savoir et le développement de l'esprit critique. Alors, mesdames... La raquette. Ce que propose cet amendement, c'est de corriger le trou de la raquette. S'il n'y a qu'un enfant en danger, eh bien moi, je vote
cet amendement, parce que ça peut sauver un enfant. Il n'est pas question ici de remettre en cause la liberté, parce que Monsieur le ministre, en conclusion, je pense que votre amendement, quels que soient ses arguments, ne répond pas à cette question. Il tire à côté et au contraire, il va mettre en danger la pluralité de la société française, la pluralité des cas des différents enfants qui, pour des raisons ou des autres, personnelles ou familiales, ont besoin d'avoir cet espace de liberté dans la famille. Mais monsieur le rapporteur général, vous n'êtes pas épargné par cette instrumentalisation. Pardonnez-moi, votre fausse colère de tout à l'heure ne nous a pas impressionnés. Parce que nous, au motif que l'administration ne peut pas faire ce qu'elle veut, vous êtes en train de nous expliquer qu'avec ce qui est proposé ici, nous remettrions en cause les principes de l'éducation et nous ouvririons la porte à toutes les formes d'intégrisme. Je pense qu'il faut être raisonnable. Oui, c'est ce que vous êtes en train de nous dire. Les enfants en danger, ils ne sont pas forcément là où on les croit. Argument, ce qui est très frappant, c'est que d'abord, par rapport aux problématiques que vous avez signalées, l'amendement gouvernemental, enfin en l'occurrence le texte gouvernemental, n'atteint pas son objectif. Par contre, non seulement il n'atteint pas son objectif, mais il risque de développer des dégâts collatéraux. Parce que relisez le texte, en fait, il s'agit de s'intéresser à deux choses, les modalités de contrôle des connaissances et les lieux de contrôle des connaissances. Or, ce qui se passe, c'est que pour les familles aujourd'hui, ce qu'elles demandent, c'est que l'éducation nationale, justement, puisse venir effectuer les contrôles à domicile. Or, on voit bien que ce que demande l'institution éducation nationale, c'est exactement l'inverse. Et là, il y a une vraie difficulté. Donc, en réalité, la question des modalités de contrôle de connaissances et des lieux de contrôle de connaissances, oui, ça risque de provoquer des dégâts collatéraux parce que ça ne prend pas en compte les pédagogies alternatives. Merci, Monsieur le Président. Moi, je continue à m'interroger sur l'absence de la ministre de l'Éducation, qui n'est pas venue elle-même défendre cet article, qui n'est qu'un cavalier législatif. Cet article, alors, je vous ai écouté, chers collègues, sur le risque de radicalisation. En cas de suspicion Madame Le Quérinec. La radicalisation, la législation actuelle permet déjà à l'administration de faire protéger les enfants. Je vous renvoie au guide interministériel de prévention de la radicalisation auquel vous faites souvent référence. Le cadre de l'instruction dans la famille ne permet pas de regrouper les enfants pour recevoir une instruction. Et bien souvent, dans les cas de radicalisation, il y a un regroupement. Donc il s'agirait d'écoles de fait non déclarées et illégales qui pouvaient faire l'objet de mesures de protection des mineurs et de poursuites pénales des adultes. C'est donc possible aujourd'hui, avec la législation telle qu'elle est, de lutter contre les risques de radicalisation. Enfin, Monsieur le ministre, vous nous parlez d'un rapport que vous avez commandé. Vous auriez pu au moins attendre les résultats de ce rapport. Peut-être les avez-vous, mais dans ces cas-là, vous auriez pu nous les communiquer. Et j'en reviens à ce qu'on avait dit en commission spéciale. Les associations qui militent pour ce maintien de l'instruction en famille qui aujourd'hui est menacée, elles ont été reçues au ministère. Pas moyen, là non plus, d'avoir un compte-rendu de l'audition au ministère de l'Éducation nationale. Donc il y a un petit sujet. Et donc, c'est pourquoi j'invite nos chers collègues à voter pour nos amendements de suppression. Amendement de suppression, avis défavorable de la Commission et du gouvernement. Le scrutin est clos. Exprimé 63, majorité 32, pour 17, contre 46. Les amendements sont rejetés. Monsieur Cavard a la parole pour le 691. Oui, merci Monsieur le Président. C'est rapide puisque c'est en lien avec le débat que vient d'avoir. J'interroge juste Monsieur le Ministre parce que si j'ai retiré mon amendement, c'est tout simplement qu'on est en première lecture et qu'on a besoin d'un certain nombre de compléments. Donc j'espère qu'effectivement dans le cadre des navettes, on aura ces compléments parce que vous avez fait état d'un certain nombre de situations. Je pense qu'on aura besoin de les chiffrer et d'avoir un certain nombre d'éléments un peu plus précis. Mais j'ai compris que les services travaillaient dans ce sens. Et je vous interroge juste sur l'article 131-10 qui est modifié, donc, sur le fait qu'il y ait marqué actuellement dans cet article le fait que les familles doivent fournir des explications à améliorer la situation et qu'il serait nommé par l'administration les sanctions dont elles seraient l'objet dans le cas contraire. Donc j'essaie juste de comprendre, puisque ça existe déjà et qu'on parle de sanctions
dans l'article en question, vous dites tout à l'heure qu'il n'y avait pas les moyens de sanctionner, donc je pense qu'il va falloir aller un petit peu plus loin pour nous expliquer de quelles sanctions il était fait état actuellement dans l'article tel qu'il était, et pourquoi vous voulez effectivement durcir au cas où il y ait des refus tels que vous l'avez. Donc, avis de la commission défavorable, du gouvernement également. Je mets aux voix qui est pour, contre, il est rejeté. Nous en venons à des amendements identiques. Là, il s'agit de supprimer les alinéas 2 à 5 de l'article en question. Et je me permets quand même de rappeler, même si Monsieur le ministre semble vouloir le négliger, que l'instruction, notamment en famille, est un droit qui a été formalisé dès 1882 dans le cadre des lois Ferry, qui établissent notamment le principe du droit à l'éducation. Et d'ailleurs, quand on regarde les textes qui aujourd'hui permettent d'asseoir ce droit, évidemment, on va le retrouver dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, on va le retrouver dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dans le protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et in fine, dans notre Code de l'éducation, à son article 131-2. Encore une fois, ce que vous êtes en train de faire, c'est restreindre la possibilité pour les familles de choisir les modalités d'instruction, puisque c'est l'État qui va définir le lieu et les modalités de contrôle. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas indissociable de l'instruction elle-même. Et en réalité, le fait que vous considériez que ce soit quelque chose qui serait extérieur au processus montre bien, pardon de le dire, Monsieur le ministre, que vous n'y comprenez rien à l'éducation. Merci. Monsieur Lurton, rapidement. Monsieur Lurton. Oui, monsieur. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, je vous propose également dans cet amendement de vous supprimer les alinéas 2 à 5 de l'article qui traitent des méthodes de contrôle que vous voulez donc imposer. L'état des lieux des contrôles pédagogiques que l'Éducation nationale avait réalisé en 2011 avait mis en lumière que 90% des familles n'étaient pas satisfaites de la façon dont se déroulent les contrôles de l'instruction en famille. De même, la circulaire du 26 décembre 2011 qui fait état de la nécessité d'un dialogue constructif avec les personnes responsables du contrôle pédagogique devait rendre ce dialogue effectif, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Les alinéas 2 à 5 de cet article, que nous vous proposons donc de supprimer, sont donc en rupture complète avec cette nécessité, alors que les familles s'inscrivent elles-mêmes dans cette intention et que des groupes de parents se sont créés pour entamer un dialogue avec les rectorats. L'alinéa 4 met en cause le contrôle de l'instruction à domicile et soumet donc les familles aux contraintes de l'administration, sans tenir compte des motifs légitimes des familles, de la distance entre le domicile et le lieu de contrôle. Monsieur Breton, défendu, on a dit... Président, oui, il s'agit effectivement d'un amendement de repli avec la proposition de la suppression des alinéas 2 à 5, en rappelant d'une part que le législateur, au moment de l'adoption en 1998 de la loi sur le renforcement de l'obligation scolaire, a voulu que le contrôle se déroule dans un endroit où l'enseignement de l'enfant a lieu, considérant que le choix des locaux de l'inspection académique ou d'un établissement scolaire est en général peu propice à créer un climat serein pour l'inspection. Ça date de 1998 avec une majorité qui était pourtant de gauche à l'époque. Par ailleurs, aujourd'hui, on a déjà la possibilité, effectivement, de déroger à ce contrôle en famille. C'est ce que dit notamment le jugement rendu par le tribunal administratif de Limoges en mai 2014, qui indique que l'administration ne dispose pas d'une liberté totale de choix du lieu du contrôle, mais elle peut quand même décider d'un contrôle hors du domicile de la famille quand des éléments objectifs lui permettent de considérer qu'il ne pourra pas se dérouler dans de bonnes conditions au domicile de la famille. Donc on le voit bien, aujourd'hui, il est déjà possible de faire des contrôles, mais c'est l'exception. Question de notre collègue Cavard à l'instant. Tous les instruments juridiques existent, tous. Ils sont des dispositions pénales. Pourquoi ne renforcez-vous pas les dispositions pénales lorsqu'il y a des manquements objectifs à cette obligation de contrôle et que les familles ne satisfont pas à leur devoir en la matière. Voilà. C'est la raison pour laquelle je souhaite la suppression de ces alinéas. Avis défavorable de la Commission, avis défavorable du gouvernement, on a eu le débat. Ah, Monsieur Gosselin, oui, pardonnez-moi, je vous ai
C'est pas grave. Moi, je réaffirme aussi, Monsieur le Président et Madame la rapporteure et présidente de commission, que nous sommes effectivement bien sur la même longueur d'onde. Oui au contrôle, y compris pédagogique, non au bourrage de crâne, à la radicalisation, c'est évident, mais je trouve que la radicalisation a quand même un peu bon dos et on est en train de changer, sans avoir l'air d'y toucher, un amendement qui n'est pas évalué, changer une règle fondamentale, un droit fondamental, réaffirmer dès la Troisième République, 1882, réaffirmé en 1998, et je trouve que c'est quand même bien regrettable. Et encore une fois, la radicalité ou la radicalisation a vraiment bon dos. Merci. Donc, on a l'opinion négative de la commission du gouvernement. Je mets aux voix qui est pour l'adoption de ces amendements de repli, qui est contre, rejeté. Alors, une autre série d'amendements de repli, le 184, M. Hetzel, et on a eu le débat. Merci beaucoup, monsieur le Luc. Les questions de contrôle ne peuvent pas être dissociées du dispositif pédagogique lui-même. Et en réalité, ce qu'on est en train de dire, c'est que lorsque vous déployez un certain nombre de pédagogies alternatives, Freinet, Montessori, etc., en réalité, il faut que les modalités de contrôle elles-mêmes, elles prennent en compte justement la manière dont la pédagogie elle-même s'est déployée. Et c'est précisément là que se pose, mais évidemment que c'est en cause, puisque l'administration, nous avons beaucoup d'inspecteurs qui ne connaissent pas, hélas, ces pédagogies. Et rien que cela, ça pose déjà un premier problème. Voilà. Donc je pense que ces questions, aujourd'hui, justifient cet amendement de suppression. Oui, merci, Monsieur le Président. Oui, c'est un nouvel amendement de repli avec la proposition de suppression des alinéas 7 et 8. Les mesures de ces alinéas sont manifestement disproportionnées et il existe, on l'a vu, déjà de multiples possibilités de recours pour les services de l'éducation nationale de réagir en cas de refus avéré. C'est pour ça donc que nous proposons la suppression de ces alinéas. Négatif également du gouvernement, Monsieur le Ministre, vous avez la parole. Avis négatif, Monsieur le Président, naturellement, et sans explication particulière, mais je voudrais simplement revenir sur le propos de Monsieur Hetzel à mon égard. Monsieur Hetzel, vous m'avez affublé d'un « je ne connais rien à l'éducation ». Monsieur Hetzel, vous savez, cette insulte, je la prends comme elle l'est, et je le dis simplement, ayant eu l'honneur de servir l'éducation nationale pendant 25 ans comme maître de conférence à l'Université de Lille 3, je considère que cette insulte ne me concerne pas, mais concerne finalement les centaines d'étudiants que j'ai eu l'honneur d'instruire en droit public et en droit administratif. Qui font l'objet d'un avis défavorable de la commission du gouvernement, qui est pour leur adoption, contre, rejeté. Je mets aux voix l'article 14 bis nouveau. Et moi, il y a une demande de scrutin public du groupe des Républicains sur le 14 bis. La demande de scrutin est ça a été annoncé, ça? Et chacun l'a bien compris, sur un article important qui modifie le principe fondamental aujourd'hui, qui est celui d'une instruction obligatoire, mais d'une liberté des familles. Et il est justifié que l'État, On écoute Monsieur Mariton, je vous en prie. Enfin... Il n'est pas justifié que l'État étende ses contrôles dans les conditions qui sont présentées aujourd'hui. On est clairement, Monsieur le Ministre et chers collègues de la majorité, dans un texte à visée idéologique et pas dans un texte à visée opérationnelle, hélas. Que l'État exerce convenablement les possibilités de contrôle dont il dispose aujourd'hui. Mais le principe fondamental, qui est celui de liberté des parents, est un principe important. Vous en déplacez l'équilibre. Nous en reparlerons tout à l'heure s'agissant de l'enseignement hors contrat. Il y a clairement sur ces matières une visée idéologique que nous réprouvons. Chacun regagne sa place. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici les résultats. Votant 49, suffrage exprimé 49. Majorité 25, pour 32, contre 17. L'article est adopté.
Prochaine séance ce soir à 21h30, suite du projet de loi égalité et citoyenneté.